Julie, je vais commencer par toi, parce que tu as un rendez-vous à l'Élysée dans pas longtemps. Donc là, tu es excusée, voilà, de t'éclipser de cette table ronde. Avant la fin, tu es directrice générale de Vivatech depuis 2015 et tu as un parcours dans les médias. Tu as été chez Canal+, maintenant aux Échos. Et Vivatech, c'est vraiment le rendez-vous mondial aujourd'hui de l'innovation qui réunit à la fois les grands groupes, les startups, les entrepreneurs, les entrepreneuses et toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet du numérique dans le monde entier. Quels étaient tes constats quant à la visibilité des femmes? Parce que tu as imposé aussi un certain nombre de règles par rapport à ça au sein du salon. Merci Annick. Bonjour à tous. Du coup, désolée de devoir vous quitter en cours de route. Ça m'arrive pas tous les jours d'aller à l'Élysée. C'était un peu une invitation que je ne pouvais pas refuser. Donc, désolée de vous quitter au milieu de cette table ronde. Effectivement, donc, je dirige Vivatech depuis 4 ans. Et il y a un constat qu'on a fait dès le début. Vous savez, Vivatech, il y a à la fois des conférences, des stands, des rencontres. On a un grand programme de conférences. Et un des premiers constats qu'on a fait en cherchant les profils de speakers qu'on voulait mettre sur scène, que ce soit des fondateurs de start-up, que ce soit des patrons du numérique, des patrons ou des patronnes en l'occurrence, mais souvent plus des patrons qui dirigent ces boîtes-là aujourd'hui. On s'est rendu compte que si on suivait un petit peu la pente traditionnelle, on serait arrivé à franchement 5 à 10% de femmes speakers à Vivatech. Les premières shortlists que m'avaient fait remonter les équipes, on arrivait à ça. Et en fait, à un moment, j'aurais dit, mais c'est pas possible. Enfin, vous n'avez pas été cherché ou vous avez mal cherché ou Ouais, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que sont ces listes? Et en fait, en regardant les chiffres, il y a des études qui existent. Il y en a de plus en plus qui existent. Il y a un baromètre notamment fondé par Starter, qui est une association qui œuvre pour la mixité dans le secteur de l'entrepreneuriat. Il y a aujourd'hui que 10% de femmes à la tête des startups. Donc seulement 10% de femmes osent créer des boîtes aujourd'hui. Alors que quand on interroge les plus jeunes, on a fait une étude là à Vivatech il y a quelques mois sur les moins de 30 ans, mais il y en a globalement 50% de femmes qui sont intéressées par la création d'entreprises et c'est la même stat chez les hommes. Donc l'envie est là, mais le problème, c'est que derrière, quand elles passent à l'action, il n'y en a plus que 10%. Un point qui est encore plus préoccupant, enfin 2 points même qui sont encore plus préoccupants, c'est que ce chiffre stagne. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il y a seulement 10% de femmes à la tête des startups, alors qu'on en parle de plus en plus, alors qu'il y a plein d'initiatives qui sont créées. Guy, tu incarnes une d'entre elles qui fait bouger les lignes, mais pour autant, sur cet aspect-là, on est encore trop lent à faire bouger les lignes. Le deuxième aspect problématique, c'est que non seulement elle ne crée pas suffisamment de boîtes, mais en plus, elle ne lève pas suffisamment de fonds. Les femmes totalisent seulement 7% des fonds levés. Il y a plusieurs raisons à ça. La première étant qu'en fait, chez les VC, les investisseurs, il y a une très grande majorité d'hommes et qu'on a constaté que les VC ont quand même un petit biais, une petite tendance, même s'ils ont du mal à l'avouer, c'est à investir dans des projets qui leur ressemblent. Donc il y a aussi un enjeu de féminisation des structures d'accompagnement des startups et en particulier des investisseurs, puisqu'on le sait aujourd'hui, le capital risque et le montant des fonds levés est déterminant dans le développement d'une startup. Aujourd'hui en France, donc il y a 10% de femmes, je l'ai dit, il y en a 0 à la tête de licorne. Aussi parce qu'elle ne lève pas suffisamment de fonds. Et enfin, le dernier point sur la situation, pour finir ce tableau un petit peu dramatique, je suis désolée, mais il y a des pistes, on le verra après, c'est que le secteur du numérique est un des secteurs aujourd'hui qui va créer le plus d'emplois dans les années à venir. C'est un des secteurs d'avenir, voire le secteur d'avenir. Je pense que la majorité d'entre vous en sont convaincus comme moi. Donc, on ne peut pas se dire que le secteur qui va créer le plus d'emplois dans les années à venir et qui est moteur dans l'économie aujourd'hui, qui connaît un des taux de croissance les plus importants, avec 4% de taux de croissance attendu cette année, est celui qui fabrique, quelque part, de plus en plus d'inégalités et qui met de moins en moins de femmes à sa tête, puisque dans les entreprises, dans le secteur du numérique, tu l'as rappelé Guy, on est autour de 20-25% de femmes, à comparer aux 10% de femmes dans les startups. Donc voilà un petit peu le tableau et le constat. Du coup, comment tu as fait pour féminiser, entre guillemets, tes intervenants à Vivatech? Quelles actions tu as résolument prises? Donc,
effectivement, Vivatech, on s'est dit, on ne veut pas s'arrêter là. On porte certaines convictions assez fortes à Vivatech et l'événement grandit. On a la chance d'être de plus en plus référent, installé à la fois en France et à l'international. On a rassemblé il y a un mois 124 000 personnes. Donc on souhaite aussi, nous, s'engager et contribuer quelque part à faire bouger les lignes. Tout d'abord, sur la partie femmes speakers, là, on a été assez drastique. On a imposé des quotas. Et les quotas, mine de rien, ça marche. C'est très contraignant au début. Ça fait grincer des dents. Mais donc, souvent, certains speakers qui demandent à participer à Vivatech, quand on leur répond, maintenant, désolé, on a déjà trop d'hommes et vous êtes un homme qui plus est souvent blanc, donc on ne va pas vous prendre. Disons que c'est pas une étude, c'est pas une réponse qu'ils acceptent assez facilement. Pour autant, on l'a dit et on ose la dire parce que ça contribue aussi à se remettre en question. Donc à Vivatech, on a imposé 40% de femmes speakers. Donc à la fois, c'est mon équipe qui au quotidien se bat pour aller dénicher des femmes dans le secteur du digital et de la tech qui sont les plus inspirantes. Ça veut dire aussi ne pas forcément prendre toujours les CEO. Donc les fondateurs de start-up parfois se dire attendez, c'est moi qui ai monté la boîte, c'est moi qui ai envie d'en parler. On leur dit ok, très bien, mais là, en l'occurrence, c'est un sujet sur l'UX ou c'est un sujet sur les devs. Et dans tes équipes, tu as une femme inspirante là-dessus, on l'a dénichée, on l'a identifiée, donc accepte de la mettre sur scène. C'est un travail qu'on a aussi à faire parfois avec certains de nos partenaires qui ont aussi tendance dans les grandes entreprises à toujours vouloir mettre en avant les grands patrons. Et au quotidien, on les challenge aussi pour dire, franchement, on est sûr que dans toutes vos équipes, et pas seulement à la com ou au RH, il y a des femmes qui sont inspirantes et qui font bouger les lignes. Donc, osez changer d'incarnation et osez, du coup, donner envie aussi à toutes les femmes qui sont dans vos équipes d'avoir de l'ambition, d'avoir envie de se dire qu'elles aussi, elles pourront demain faire partie du COMEX ou incarner cette boîte dans différents événements. Et enfin, au-delà de ce quota, on a voulu apporter une réponse aussi très pratique autour de 3 dimensions clés. Donc la première, c'est l'inspiration, donner envie, montrer que c'est possible. Donc ça passe par ces femmes speakers qu'on met en avant. Il y en a quelques-unes que j'ai en tête qui ont été particulièrement inspirantes. Je pense à Vivatech, c'est Rachel Delacour de Zendesk qui a fondé une boîte, une start-up B2B dans le logiciel. Donc elle avait un petit peu cogé toutes les cases pour que ce soit difficile. Elle a réussi, elle a revendu sa boîte aujourd'hui et ça a été un énorme carton et je pense qu'elle peut être très inspirante pour un certain nombre de femmes qui ont envie de se lancer aujourd'hui. La deuxième dimension qu'on met en place, c'est la partie coaching parce que il faut inspirer, donner envie, mais il faut aussi derrière donner les moyens et donner quelque part les compétences pour se lancer. Tu en parlais tout à l'heure, je pense que dès le plus jeune âge, l'initiation au code est fondamentale pour se dire que non seulement acquérir cette logique de réflexion et acquérir ce goût à ça, franchement c'est un goût qui se travaille, le goût du code, le goût de l'informatique, et c'est important de le donner aussi aux plus jeunes femmes, non seulement pour avoir une mixité, mais pour que derrière aussi les produits et les solutions qu'on développe ne soient pas gender biased et que ça corresponde un petit peu à tous les usages qui vont être faits derrière, y compris ceux des femmes, qui représentent plus de 50% des utilisateurs à la fin de ces produits et de ces services qui sont développés. Et le troisième, c'est sur le financement. On a développé un prix porté par des grands VC internationaux qui se sont engagés à n'écouter pitcher et ensuite à coacher et à financer des femmes. Et en l'occurrence, c'est une jeune femme nigériane qui a développé une solution pour identifier la contrefaçon de médicaments qui a gagné et qui va être suivie par Atomico, notamment un des plus gros fonds d'investissement européens. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait sur la partie tech pour, à notre échelle, contribuer à faire bouger les lignes du secteur de la tech. Merci beaucoup. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'effectivement, le financement des projets de femmes, c'est très compliqué. Donc si ça peut effectivement mettre en avant des projets et faire émerger des succès et des licornes au féminin, ça serait super. Alors on parlait des quotas. Alors nous, si on est pour les quotas, mais Guy, vous disiez tout à l'heure aussi que vous étiez pour les quotas, que vous aviez changé d'avis parce que vous étiez contre au démarrage. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, en fait, vous savez, il y a toujours cet argument, d'ailleurs, qui a été développé par Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, c'est que les quotas dévalorisent les femmes, ce qui peut se défendre, d'ailleurs.
Mais là, vraiment, avec ce que Julie vient de raconter, et ce que vous venez d'expliquer, je crois que c'est une démonstration. Bon, si on ne veut pas que ça traîne pendant 2 siècles, il faut absolument qu'on force un peu les choses. Et ce qui m'a beaucoup plu dans votre présentation, c'est qu'en plus, je vais avoir des arguments maintenant rationnels. Voilà, et ça, c'est intéressant parce que c'est très contesté. Hein, c'est contesté. On dit, et c'est comme si le fait que vous soyez pour les quotas, c'était de dire que vous alliez prendre n'importe quelle femme. Voilà, c'est ça l'argument. Mais en fait, c'est absolument faux. Quand il s'est agi de compléter mon conseil d'administration, j'ai pris une chasseuse de tête qui est allée me trouver 12 profils et je peux vous dire que j'aurais pu les prendre les 12, hein, tellement elles étaient compétentes. Hein. Bon, ça a fini avec Jessica Delpirou, hein, qui est la patronne de Med.com, et je peux vous dire, alors là, qu'en termes d'intelligence collective, elle apporte énormément. Bon, c'est pas la seule femme, hein, mais je veux dire, ça a contribué justement à nous faire progresser. Et je conteste cette idée qu'on prend n'importe qui pour avoir le nombre. D'ailleurs, pour Jamais sans elle, c'est exactement la même chose. Tu l'as très très bien expliqué. Quand on dit on ne vient pas à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme, on n'a pas dit vous prenez la première femme venue. Hein, c'est certainement pas le cas. Mais on dit, en vous cassant la tête, cher organisateur, en allant chercher un peu, eh bien, vous allez finir par trouver une experte de l'intelligence artificielle, de l'UX ou je ne sais quoi, et il y en a. C'est ça le sujet, hein, c'est juste mettre en visibilité quelqu'un qui a cette compétence. Et puis pour finir, je ne veux pas gâcher l'ambiance, il ne faut pas que les femmes que l'on désigne, que l'on choisisse, disent « Ah non, je ne peux pas venir ». Parce que ça arrive assez souvent aussi, hein, quand même. Hein, il faut quand même le dire. Hein, j'en profite pour le dire, il faut les interpeller. Et ben, quand on vous propose quelque chose... Alors, on va faire une table ronde sur l'intelligence artificielle. Vous prenez n'importe quel mec qui n'y connaît rien, il vient tout de suite, il dit « Ah, moi, je suis un spécialiste ». Vous demandez à une femme, vous dites « Ah non », alors que c'est une experte. Hein, « Ah, mais tu es sûr que tu vas parler d'intelligence artificielle dans le monde de la distribution ou je ne sais quoi ». Vous voyez. Et là, c'est un peu ce complexe-là qu'il faut absolument balayer pour nous aider justement à construire ces tables rondes, ces visibilités où il y a au moins une femme, voire la parité. Merci Guy. Alors Nathalie Brunel, tu es une femme de réseau. Et la présidente aussi du réseau Twice, qui est le grand réseau de femmes du groupe Total. Et tu es aussi directrice de Total at Saclay, qui est un superbe projet qui a pour but de placer le groupe Total au cœur de l'écosystème d'excellence et d'innovation du plateau de Saclay. Tu peux nous expliquer comment vous parvenez, vous, à travailler et à trouver des femmes pour travailler sur ces sujets d'innovation ? Oui, donc bonjour à tous et à toutes. En fait, avant de m'occuper de ce projet Total at Saclay, j'étais dans la branche raffinage chimie du groupe Total, c'est-à-dire une branche assez industrielle. Et en fait, c'est là que, effectivement, je me suis rendu compte que plus on montait dans les niveaux hiérarchiques, moins nombreuses on était. Et c'est comme ça que j'ai créé le premier réseau de femmes du groupe en Belgique, et puis que j'ai continué cet engagement. J'ai été donc pendant 7 ans au comité directeur de cette branche. Et puis, après 7 ans, le CEO m'a demandé de m'occuper de ce projet, donc d'implanter un centre d'innovation et de recherche pour le groupe sur le plateau de Saclay. Ce qui m'a d'abord frappé en prenant ce poste, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus de femmes autour de moi. Parce que j'ai commencé à travailler avec le milieu académique, de la recherche. Et puis, j'ai travaillé aussi avec les Digital Officers, Innovation Officers, du groupe et d'ailleurs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de femmes qui, assez spontanément, quand ces postes se créent, en fait, en ont l'envie ou auxquels ces postes sont proposés par le management et qui l'acceptent. Donc ça, c'est intéressant parce que ça rappelle aussi les premières informaticiennes. Quand on remonte dans les années 50, en fait, toutes celles qui faisaient à l'époque on ne disait pas du code, hein, mais enfin qui programmaient, c'était des femmes. Donc il y avait Ada Lovelace un siècle avant, et puis dans les années 50, chez IBM, il y avait, et chez d'autres, hein, il y avait énormément de femmes. Donc elles sont là, elles sont attirées, je dirais, par ces métiers. Alors c'est vrai qu'ils payaient moins, donc il y avait encore un sujet salarial à l'époque. Et quand ces postes deviennent un peu plus en vue, un peu moins risqués, commencent à donner l'accès aux échelons de pouvoir. Voilà, là, on se rend compte que, effectivement, le nombre de femmes diminue. Donc,
ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on dit toujours les femmes ont peur du risque, notamment dans la tech. En fait, quand elles prennent des postes comme ça, les femmes, elles risquent sur leur cheminement de carrière. Parce que c'est beaucoup moins linéaire, vous n'avez pas le niveau de poste qui est repéré dans tous les codes de nos grandes entreprises. Donc finalement, elles prennent ces risques. Mais elles y vont parce qu'elles ont l'énergie, et puis la matière leur plaît, et puis elles développent créativité, intelligence collective. Donc ça, je crois que c'est intéressant. La question, c'est ensuite comment on les accompagne pour qu'elles osent aller le cran au-dessus et aller jusqu'au échelon de décision. Donc oui, on arrive à trouver des femmes dans ces métiers. J'ai pris quelques stats, puisqu'on fait des bootcamps dans le groupe. Donc on a 30% de femmes cadres à peu près. Et quand on fait un bootcamp, là, le dernier, sur 24 candidats, il y avait 11 femmes. Et d'ailleurs, celles qui ont gagné et qui sont accélérées, sur 8 personnes, il y a 6 femmes. Et puis, quand on regarde nos projets d'intrapreneuriat qui sont accélérés au Startup Studio, c'est 5 hommes, 5 femmes. Donc, on voit que voilà, elles y vont. Donc, je crois que c'est quand même un message plus positif que j'ai envie de passer aujourd'hui sur ce sujet. On parlait d'ailleurs dans la préparation, Nathalie, de la facilité finalement qu'offrirait le numérique sur la façon de travailler différemment. C'est ce que dit Guy aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on propose des postes à des femmes, il faut qu'elles les acceptent, ou en tout cas des opportunités, il faudrait qu'elles les acceptent. Et ces nouveaux modes de travail sont-ils, à ton avis, favorables aux femmes ? Alors, en théorie, ils le sont. Mais il y a quand même un gap entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir que le télétravail est possible, que adapter son horaire est possible. Après, il faut oser le faire et complètement l'assumer. Moi, sur mon projet, j'ai dû recruter une petite équipe. Et il y a plusieurs femmes qui m'ont dit non. Parce que en mode start-up, effectivement, elles avaient un petit peu peur de l'engagement, elles avaient peur de la distance, parce qu'il faut aller à Saclay, c'est pas la Défense, il y a 40 minutes de route entre les deux. Donc il y a plusieurs femmes qui m'ont dit non, je vais pas savoir gérer, j'ai des enfants, voilà. Et en fait, la personne qui est mon chargé de projet immobilier aujourd'hui, c'est un homme qui a 1 an de la retraite, il habite dans le sud de la France, il arrive le lundi à midi, il repart le jeudi à 15h, le vendredi il est en télétravail. Lui il m'a pas dit non. Donc il y a effectivement, je crois que il y a énormément de choses qui se passent et qui sont permises par les nouveaux modes de travail, mais il faut qu'on passe cette étape où effectivement des hommes le font, où ça devient la norme et on l'assume. Et ça, les femmes ont encore un petit peu de mal aujourd'hui. Ensuite, il ne faut pas se mentir complètement sur la réalité non plus. Quand on parle de marché en mode start-up ou en tech, ça demande quand même une grosse disponibilité. Donc, c'est pas seulement avoir un horaire variable. À un moment, il faut être prêt à avoir un engagement qui est fort. Et alors, autant les femmes sont... quand leur manager leur demande quelque chose, elles sont toujours disponibles. Autant quand elles-mêmes doivent se dire est-ce que je vais être disponible, il ne faut pas qu'elles s'auto-censurent. Là, je crois qu'il y a aussi quelque chose à jouer. Et troisièmement, je dirais que sur le monde du numérique, il n'y a pas que la tech et que la start-up. C'est effectivement ce dont on parle le plus, c'est mis en visibilité. Mais il y a aussi tout le monde de la data science, de l'algorithmie, du calcul scientifique. Là aussi, il y a des tas de métiers où les femmes peuvent s'exprimer et elles n'ont pas forcément de rôle modèle. C'est des métiers qui ne sont pas forcément mis en visibilité dans l'éducation qu'elles suivent, qu'elles soient lycée ou après. Et donc là, je crois que les entreprises, les académiques qui ont ces métiers-là doivent les mettre en valeur. Nous, on a accueilli en mars le Women in Data Science. C'est un forum qui a été initié par l'université de Stanford pour effectivement mettre en visibilité des femmes scientifiques qui sont dans ces métiers-là. Et on a eu des interviews de jeunes femmes, mais tout à fait passionnantes, qui vous simulent des trucs incroyables. Il y en a qui emmènent effectivement les hommes sur la Lune, dans l'espace, etc. Et donc, voilà, il faut aussi que les femmes se disent... aller dans le numérique, aller dans la tech, c'est pas forcément tout de suite être intrapreneuse et prendre tous les défis d'un coup sur moi. Il y a d'autres façons de l'exprimer. Et une autre action qu'on va faire chez Total, c'est on va faire des ateliers de code effectivement pour nos femmes. Aujourd'hui, les ratios sont ce qu'ils sont. Il y a plus de femmes dans les fonctions support et des fois elles n'osent pas passer le pas vers ces métiers nouveaux.
Elles arrivent vers 40 ans, elles disent moi, j'ai jamais eu ça dans mes études, donc c'est pas forcément fait pour moi. Donc on va faire des ateliers de code pour démystifier. Pas forcément pour coder soi-même, mais au moins pour se dire je comprends ce qui se passe, je peux m'impliquer. Voilà, donc comment on essaye de faire bouger les lignes pour réconcilier femmes et tech, effectivement. Et diffuser cette culture et faire sauter ces barrières ou ces appréhensions. Alors, Caro Van Ekelen, tu es toi Senior VP Learning, Development et Transformation du groupe Accor. Et chez Accor, le numérique a apporté vraiment une véritable révolution. On l'a vu avec tout ce que vous avez lancé récemment, notamment dans la relation client, mais pas que. Il y a aussi la relation à la marque employeur, notamment. Et vous plaidez, vous, pour que le numérique soit accompagné d'une véritable révolution culturelle. Parce que c'est un vrai changement, en tout cas, de relation quand on est dans le métier du service. Oui, tout à fait. Bon, notre hôtellerie business était quand même bien bouleversée par, premièrement, Booking.com, bien sûr, et tous les autres sites comme Expedia. Ensuite, il y a Airbnb qui est venu, où on voit quand même la tendance client qui va vers la personnalisation. Donc, il veut beaucoup plus la connexion humaine. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant 50 ans? On a surtout mis dans la tête et dans le comportement de nos gens la standardisation, parce que c'était la seule façon d'être sûr ce qu'on trouvait dans un nouveau hôtel à Ghana, un nouveau hôtel ailleurs, que c'était tout pareil. On n'avait pas un TripAdvisor où des gens exprimaient. Donc, aujourd'hui, on voit un nouveau trend où des gens cherchent les expériences. Bon, bref, chez nous, c'était plus vraiment le cas. Donc, on avait bien sûr des nouveaux outils digitaux qu'on a mis en fait en objectif en soi. Et je vais vous donner un exemple. Zello Online Check-in. Bon, ça marche merveille dans l'aérienne, mais chez nous, ça ne marchait pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on n'a pas expliqué qu'est-ce que ça va améliorer dans l'expérience client, en fait. Donc, quand on n'explique pas aux gens ou quand on ne donne pas du sens, on a peur pour son travail, en fin de compte. Parce qu'on se dit, quand on se compare à l'aérienne, là, quand même, ça... Bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là aujourd'hui. Et en fait, pour changer vers la personnalisation dans une entreprise où on a fait pendant 40 ans, on demande si on a une réservation, si on voit quelqu'un arriver avec sa valise, c'est un grand changement. Donc, pour nous, c'est un changement culturel qui est tellement profond, tellement différent, que c'est un grand projet en soi. Et ensuite, on se dit, tous les outils digitaux, c'est un facilitateur pour justement vous aider à améliorer cette expérience client. Voilà. Donc, ça veut dire que l'humain redevient le cœur Exact, et la diversité, exact. comme le disait Ouais, Émile. oui, c'est exactement aussi. ça. Et du coup, la diversité, telle que vous la pratiquez au sein d'Accor, amène cette intelligence collective dont parle Émile. Comment vous le mesurez? Mais c'est ça un autre côté aussi de digitaux. On apprend tous ensemble. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, c'est un grand changement. La tradition en hôtellerie, il y a beaucoup de directeurs qui veulent toujours être là, qui savent tout. C'est le monsieur qui sait tout. Hein. La madame aussi d'ailleurs. Hein. Et ça, aujourd'hui, ça doit changer parce que un directeur, c'est plus tout. D'ailleurs, il est relativement perdu dans cet environnement digital, sa présence sur Internet, le social media, comment répondre, etc., etc. Donc, il a besoin d'autres qui sont déjà beaucoup plus adaptés à ce monde-là pour justement améliorer et travailler ensemble et faire le bon choix et faire les bonnes choses. Donc je suis assez d'accord, complètement d'accord, et c'est justement ça qu'on veut, empower the people. Et du coup, les femmes ont progressé aussi beaucoup chez Accor sur les postes de responsabilité. Est-ce que Oui. justement cette culture dont tu nous parles a aidé à la Bien prise sûr, de poste? Bien sûr. Aujourd'hui, on est à presque 34% des directeurs d'hôtels sont femmes. Oui. Bien sûr, c'est pas partout pareil dans le monde, mais déjà mondial, avec les 4500, c'est un grand progrès parce qu'on venait de très très loin. Bon, déjà aussi là, le digital a aidé parce que on peut quand même rester en contact aujourd'hui avec son travail sans être présent. Et dans la culture de l'hôtellerie, il fallait être présent, bien sûr, 24/24. Et seuls les hommes savaient faire ça. Donc, pour les femmes,
c'est très important qu'il y a ces possibilités justement de gérer en distance, mais les femmes sont aussi, et là je ne le retrouve pas complètement, mais quand ils ont ce rôle, ils savent s'appuyer sur les autres. Ou les hommes traditionnels, hôtellerie, parce que bien sûr ça change, donc on ne peut pas aller trop dans les extrêmes, mais ils font confiance aux autres. Et je pense c'est ça le futur aussi. On ne peut plus tout savoir, mais on peut non plus être toujours là, avec l'équilibre. Exactement, et les hommes réclament de plus en plus aussi. Donc ce mouvement est très très positif. Mais c'est appuyer surtout sur l'autre, empower l'autre, parce que le guest, il ne demande plus un manager quand il a un problème. Il veut tout de suite la réponse. Et du coup, sur ça, il faut justement donner l'initiative où il doit être là, direct, et pas... bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors du coup, on voit bien d'ailleurs que c'est une tendance qui, en tout cas, intéresse la recherche aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais vous signaler un modèle qui a été développé par l'ESCP, qui est un modèle qui s'appelle le BET, qui est un modèle qui met en avant en fait les compétences de la transformation dans le monde du digital. Et c'est très intéressant de voir effectivement qu'on a besoin de développer sa singularité, donc tout ce qui est effectivement la partie soft skills, en plus effectivement de la partie transformationnelle de ces compétences, et que notamment dans les soft skills, on voit bien cette nécessité de développer l'intelligence émotionnelle. Donc Émile, dans votre approche de travail, vous avez insisté sur le développement aussi de l'esprit critique que permet l'intelligence collective. Comment ça se passe, cette diversité d'opinions, quand on travaille sur l'intelligence d'un groupe ? C'est un devoir, en fait, comme je disais tout à l'heure, de chacun dans le groupe, de se dire, même si je ne suis pas le meilleur expert sur le sujet, je suis dans le groupe, j'ai la responsabilité de faire en sorte que j'apporte quelque chose. Et ce que j'apporte, c'est ma différence. Et donc, il faut que chacun s'empower de ça, s'empare de ça, d'une part. Et d'autre part, il faut que les autres dans le groupe, qui se croient les meilleurs, sachent que mathématiquement, même quand les autres sont peut-être un peu moins forts, le fait qu'ils pensent différemment va contribuer, peut-être pas à leur meilleure connaissance à eux-mêmes, mais au moins à l'intelligence du groupe. Et j'observe que quand je fais ça, moi, dans les meetings, j'adore, en fait. Ça change complètement la dynamique. D'un seul coup, on se dit, bah, tiens, le langage, après tout, si ça a été inventé, selon les intellectuels, pour faire passer de l'information, eh bien, on a intérêt à être plus dans l'écoute que dans la parole. Ça ne sert à rien, finalement, de dire tout ce qu'on a à l'esprit. Il vaut mieux écouter emmagasiner ce que les autres ont à dire. Donc ça, c'est une chose. Par ailleurs, tout à l'heure, je n'ai pas réussi à montrer les slides, mais je vais vous en parler maintenant, sur cet échange, cet interchange, cette interchangeabilité entre la diversité et l'expertise. Vous disiez, le patron, il n'a pas forcément envie, surtout quand c'est un homme, de demander aux autres, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve partout, pas uniquement dans les hôtels. Plus on est expert, et pas uniquement chez les hommes, plus on est expert, et moins on a tendance à demander aux autres ce qu'ils pensent. Parce que quelque part, ça dévaloriserait sa propre expertise. Il y a une expérience qui a été faite très amusante à Stanford, qui comparait des avocats avec beaucoup d'expérience, de 20 ans d'expérience professionnelle, qui devaient deviner, essayer d'estimer le mieux possible les dommages et intérêts qui seraient alloués par un jury à l'issue d'un procès. Et en Amérique, ça compte beaucoup, parce qu'il faut savoir si on va au procès ou pas. Et on demandait donc à des avocats super expérimentés, des super experts, ou à des étudiants de Stanford, dans l'école de droit, donc des gens très intelligents, a priori, mais sans aucune expertise encore réelle. Et on s'est rendu compte que l'erreur d'un étudiant, d'un amateur, était 2 fois plus grande que celle d'un expert. Bon, normal. Mais cela dit, si on prend 14 étudiants et qu'on prend l'estimation moyenne de 14 étudiants, on obtient une estimation qui est aussi bonne que celle de l'expert. Donc on peut remplacer l'expertise par la diversité. Alors évidemment, l'expert vexé pourrait se dire, je vais faire la même chose. Je vais appeler un copain qui lui aussi a 20 ans d'expérience. Et d'ailleurs, s'il le fait, ça marche. C'est-à-dire que d'un seul coup, s'il y a 2 experts qui sont d'accord pour combiner leur opinion,
il faut maintenant 42 étudiants pour faire aussi bien. Hein. Donc ça marche dans les deux sens. Donc il faut appuyer à la fois sur l'expertise et la diversité. On peut remplacer l'un par l'autre quand on n'a pas accès aux experts. Aujourd'hui, c'est très très facile quand même de solliciter des milliers de gens qui ne sont pas forcément les top experts de votre domaine, mais qui sont capables collectivement de vous donner une opinion qui sera meilleure et peut-être souvent moins chère que celle de l'expert. Ça, c'est un changement de posture et un changement de culture radical. Parce que ça veut dire qu'effectivement, en tout cas quand on dirige des équipes, quand on manage des équipes, ça veut dire qu'on a une compétence ou alors un comportement, une posture d'humilité, d'une part. Et puis, ça veut dire aussi savoir demander de l'aide. Et c'est une vraie compétence, ça, pour transformer. Faire confiance à l'intelligence des autres, hein, comme ce que vous disiez. C'était la grande phrase de ce président américain, c'était Wilson, qui a donc inventé la Société des Nations, précurseur de l'ONU, qui disait, enfin, il avait une grande qualité, il dit « Je suis président des États-Unis ». C'est pas mal. Je pourrais me considérer comme celui qui sait mieux que les autres. Il y en a qui l'ont fait, hein, comme ça. Il y en a qui le vivent comme ça, pour ne pas les nommer. Eh bien, lui, il disait « Non, moi, je fais confiance à l'intelligence des autres et j'utilise, parce que j'ai quand même à traiter des problèmes compliqués, j'utilise tout mon cerveau et tous ceux que je peux emprunter. » Et ce type-là n'avait pas de téléphone sur son bureau. Il n'y a même pas de téléphone sur son bureau ovale à la Maison-Blanche aujourd'hui. N'importe lequel d'entre nous peut solliciter beaucoup plus de cerveau, emprunter beaucoup plus de cerveau, beaucoup plus facilement que le président américain pouvait quand il disait ça. Merci beaucoup, Émile Empouré. Merci, Caro, et merci, Nathalie. Merci, Guy. Avant qu'on conclue cette table ronde, est-ce que vous avez des questions dans la salle sur cette thématique, justement, et cette approche d'inclusion ? Oui, bonjour, je suis Beryl Bess. Souvent, sur cette logique d'intelligence collective, quand on se fait l'avocat du diable, on parle attention de ne pas tomber dans le plus petit dénominateur commun. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ces sujets-là ? Oui, alors ça arrive quand on cherche le consensus. J'étais hier dans un meeting où on devait élaborer un plan pour une réunion, etc. Et il y en a toujours un ou deux, ou une ou deux, qui vont dire... alors, mettons-nous d'accord. Et je leur dis, mais attention, on n'est pas là pour se mettre d'accord, on est là pour ne pas être d'accord. On est là pour être divergents. Et puis ensuite, on prendra un vote pour décider voilà, quelle est, selon le groupe, la meilleure opinion. Mais on n'est pas là pour chercher le consensus. Le consensus, c'est toujours quelque chose qui va être mou et empreint de conformité nocive. Hein, donc l'ennemi de l'intelligence, ce n'est pas le nombre de gens autour de la table, c'est le conformisme. Je crois que ce qui est important là-dessus, c'est de bien séparer le temps de la discussion et le temps de la décision. Là, dans le cadre de mon projet, j'ai dû faire un concours d'architecte et donc un jury. Et le jury, on a voulu qu'il soit consultatif. Donc, d'abord, j'ai mis de la diversité dans ce jury. Voilà, il y avait un tiers de femmes, c'était indispensable pour moi. Il y avait différentes tranches d'âge et différents backgrounds. Et ensuite, surtout, ce que j'ai dit au jury, c'est on ne décidera pas. Et on va écouter vos avis. Et c'était d'une richesse absolument incroyable. Et à la fin, la décision, pour moi, elle se clarifie assez nettement. Mais le fait qu'on ait laissé chacun s'exprimer en disant on ne décidera pas, vous pouvez tout dire, c'était, pour moi, c'était un exemple extrêmement valable. Oui, alors c'est vrai, Nathalie, du coup, sur cet exemple de jury, tu parles aussi d'intergénérationnel. On a beaucoup parlé aussi ce matin de cette façon de regarder le sujet, en tout cas de l'inclusion, sur aussi l'intergénérationnel. Ça, c'est quelque chose que vous avez hyper développé dans ton projet. Alors, c'est quelque chose que j'ai développé dans mon projet, parce qu'effectivement, en étant à Saclay, on travaille avec le monde étudiant. Mais dans le groupe aussi. Ce qui est génial avec les métiers de l'innovation et du numérique, dans un groupe qui était quand même assez pyramidal comme le nôtre, c'est que ça remet tout à plat. Quand on est face à un job comme le mien ou comme un autre, qu'on soit homme-femme, qu'on ait été manager de haut niveau ou moins, qu'on soit jeune ou ancien, en fait, on est remis devant, et on est sur un pied d'égalité. Et ça donne, je crois, beaucoup de liberté si on sait s'en saisir. Et là, en tant que présidente du réseau de femmes, en fait, je travaille aussi beaucoup avec le réseau de jeunes, qui est un peu plus récent, hein, il a 2 ans maintenant. Mais je trouve que c'est très intéressant, on s'écoute aussi entre réseaux. On s'alimente beaucoup. Oui. Merci. Alors, il y avait une question, Sabine. Ça marche ? Oui, ça marche. Moi, j'ai une remarque et une question.
La première, c'est que effectivement, alors moi je suis Sabine Amont et je travaille dans le milieu de l'aéronautique et dans l'industrie haute technologie. Et quand vous parlez d'expertise, c'est extrêmement intéressant puisqu'aujourd'hui on assiste au renouvellement générationnel et c'est des discussions que nous avons avec les grands patrons et notamment sur le sujet de l'expertise. Donc, et comment on transfère l'expertise et comment on monte en compétence en expertise et combien de temps il faut. Or, dans l'industrie, on est sur du temps long. Or, aujourd'hui, dans ce que vous avez développé, on est sur du temps beaucoup plus court. Donc, c'est un peu le challenge qu'on a. C'est comment on fait. Ma remarque ou ma question, elle est plutôt sur le paradoxe qui est le suivant, c'est que avec les démonstrations que vous nous avez faites, qui sont assez mathématiques et bien argumentées, comment se fait-il, alors que nous sommes dans un monde très industriel et très ingénieur sur ces questions-là, nous n'ayons pas réussi à transformer cette démonstration en, je dirais, une accélération de l'inclusion et de la diversité? On est là pour ça. Moi, j'ai écrit le livre pour ça. Parce que l'intelligence collective, j'en ai marre d'en entendre parler comme quelque chose de participatif et sympa. Le soft, le soft. Non, le soft, c'est super. Le software, c'est génial. Non, mais on parle d'intelligence collective dans le débat politique. Le grand débat, par exemple, c'était un grand truc participatif. C'était pas du tout intelligent. C'était pas fait pour. C'était fait pour être participatif, inclusif, tout ce que vous voulez, pour un grand défouloir. C'était pas fait pour générer quelque chose d'intelligent au final. Donc là, c'est la même chose. J'ai écrit le livre justement pour mettre en place la preuve mathématique qui assemble les travaux de beaucoup de gens. Ce n'est pas moi qui ai inventé tout ce que je vous ai présenté. J'ai juste assemblé les choses pour les présenter, pour justement pouvoir faire avancer un petit peu le débat. Et je me suis au Forum Jump de Bruxelles, il y a un mois ou deux. Beaucoup de femmes sont venues me voir ensuite en me disant « Moi, je travaille dans une entreprise un peu comme ça, orientée ingénieur. Et ce que vous me dites, ça va beaucoup m'aider à convaincre les hommes, ceux qui sont plus geeks, etc., autour de moi, dans cette culture, pour justement faire avancer le débat sur cette question et faire qu'on s'en empare un peu plus. » Madame, est-ce que je peux reformuler votre question pour être sûr que je l'ai bien comprise? Parce que vous dites finalement, on a une intelligence collective par cette formation d'ingénieur, et pour autant, on reste quand même avec ces inégalités, c'est ça? D'accord. Ça devrait passer. Bien. Voilà. Je crois maintenant avoir bien saisi le sens de votre question. Je vais vous donner ma vision. D'abord, beaucoup d'hommes, même s'ils sont très rationnels, très intelligents, ne veulent pas laisser de place. Il faut quand même le savoir. Et puis, beaucoup de femmes, même si elles sont intelligentes et bien formées, ne veulent pas prendre de place, certaines places. Donc je crois que oui, et c'est un sujet qui va s'améliorer. Encore une fois, je suis un fervent adepte de tout ce qui tourne autour de l'éducation. Il faut que sur ces sujets-là, on éduque plus. Et je ne crois pas que ce soit forcément, alors là je vais rejoindre madame, ça soit forcément lié à des formations techniques, scientifiques. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le côté humanité, pour comprendre que l'enjeu n'est pas un enjeu d'homme contre femme. Voilà, c'est un enjeu de progrès social, d'amélioration de la société. Si c'est présenté comme ça, je pense qu'il y a plus de chances qu'on y arrive. Alors qu'aujourd'hui, j'entends très souvent, d'ailleurs, comme sur Twitter, je parle beaucoup de quotas, mais il faut voir ce qu'on me dit. Vraiment, donc je crois vraiment qu'il y a un enjeu culturel et d'éducation sur ce sujet. Une autre question? Merci. Je voulais juste rebondir sur ça, sur le fait que c'est vrai, on voit beaucoup d'études aujourd'hui qui semblent démontrer scientifiquement qu'il y a une amélioration de la performance, il y a une meilleure diversité. Et du coup, je revenais sur ce que vous avez dit sur l'intelligence collective, où vous dites que plus il y a de femmes dans un groupe, plus l'intelligence collective augmente. Mais du coup, c'est donner un argument
qui est que pourquoi? C'est parce qu'il y a plus d'intelligence émotionnelle, il y a une meilleure distribution de la parole. Mais est-ce que justement le sujet pour que ça s'améliore, c'est pas d'éduquer plus les petits garçons à l'empathie et à donner la parole et à écouter, et les femmes à d'autres choses, plutôt que de donner un argument en disant mettez plus de femmes parce qu'il y aura plus d'intelligence émotionnelle, et du coup ça améliorera la performance. Enfin, j'ai l'impression qu'on prend un argument qui est déjà la conséquence d'une éducation, d'une culture, d'une société où c'est à la source qu'il faut prendre le problème. Moitié remarque, moitié. Non, vous avez absolument raison. D'ailleurs, le vrai message, c'est pour ça que, après avoir parlé des femmes, j'ai parlé de. En fait, c'était pas les femmes qui étaient le point important, c'était le temps de parole et l'empathie. Hein. Et ça, c'est quelque chose que chacun de nous peut cultiver. Et même si ça vient plus naturellement ou plus par une éducation précoce aux femmes aujourd'hui, de façon statistique, hein, encore, il y a des hommes qui font ça très très bien depuis tout petit, etc. Des femmes qui font ça très mal. Donc c'est en moyenne. Mais on peut chacun se forcer en fait à développer cette intelligence que d'aucuns qualifient de plus féminine, mais qui en fait qu'ensemble on fonctionne mieux. Et de fait, personne, et même les plus isolés de tous les philosophes et les plus solitaires, ne peut fonctionner intelligemment tout seul. Ça ne fonctionne pas, ça. Alors, il y a d'ailleurs une très belle initiative qui a été lancée par Ashoka, qui s'appelle les Changemakers School, qui travaille justement avec des écoles. Alors, c'est des écoles maternelles, des écoles primaires, des collèges, et qui va même jusqu'au lycée. Donc, il y en a à peu près une trentaine en France aujourd'hui. Et puis, partout dans le monde, c'est une initiative globale où justement, toute l'équipe pédagogique en fait, va apprendre aux enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, à travailler sur cette intelligence émotionnelle et sur cette écoute et sur le développement en fait, de cette capacité à s'agréger les uns les autres pour être plus forts, et effectivement qui développe aussi des initiatives autour de l'apprentissage du code. Donc je vous le signale juste, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur leur site. Ils ont fait un très joli film d'ailleurs qui s'appelle, ça y est, j'ai un trou, Une idée folle. Voilà, merci beaucoup. Qui est vraiment un très joli portrait de cette initiative. Merci. Est-ce qu'on peut reprendre peut-être une dernière question? Oui. Merci pour vos interventions. Juste une petite réaction rapide, un peu épidermique, je vous l'avoue. Le code, certes, que tout le monde apprenne à coder, je trouve ça assez logique. Et effectivement, si on veut faire partie et actionner le changement dans ce monde dans lequel on est, qui est devenu digital, il faut savoir coder. Néanmoins, quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé chez Accenture et on avait 2 mois d'immersion de codage à Chicago. J'étais nulle. Si j'avais eu cet esprit-là, j'aurais été docteur et j'aurais été docteur en Afrique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je travaille chez Orange. Pour moi, attention, ne pas créer un nouveau fossé entre ceux qui savent coder et ceux qui ne savent pas coder. Si on ne sait pas coder, c'est pas grave. Si on n'a pas cette intelligence-là, c'est pas grave. Qu'on ait la curiosité d'avoir essayé comme moi, très bien. Si on est nul, c'est pas pour ça qu'on est sur le banc de la société. Donc attention, parce que je lis ça de partout. C'est le nouvel Éden. Tout le monde doit savoir coder, donc tout le monde sera acteur de notre société. Tout le monde ne saura pas coder. C'est pas pour autant qu'on veut pas faire partie de ce monde digital, qu'on soit un petit garçon ou une petite fille. Voilà. J'ai envie d'avoir une réaction là. Apprendre à coder, c'est comme apprendre une langue. Si on l'apprend à 3 ans, à 5 ans, on l'apprend infiniment plus vite qu'à 25. Mais pas que. Oui, parce que Nathalie. Sujet de démystifier. Enfin, l'idée, c'est pas que tout le monde code. Enfin, il y a des gens qui ont. Voilà, il faut penser le monde de demain. Mais c'est pour démystifier les choses. Sinon, on tombe dans des dystopies incroyables, à laquelle votre livre répond. Mais où on a peur parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière les mots, algorithmes, intelligence artificielle, etc. Donc je crois qu'avoir une initiation, c'est aussi se rendre compte finalement tout ça, c'est de la logique, c'est de la data. Finalement, ce sont des machines qui répètent des choses qu'on leur a apprises et ça permet de créer aussi une distance entre aussi ce qu'est la machine et ce qu'est l'homme, qui est beaucoup plus intéressant. Effectivement, donc la machine nous aide, va augmenter l'humain, mais à la fin, la machine ne va pas être créative par elle-même. La machine, on a parlé d'intelligence collective en permanence, certes, elle va interagir avec d'autres machines, mais elle va rarement créer du complètement neuf. Elle ne sera pas sur le multidisciplinaire, elle ne sera pas dans la chimie du cerveau. Il y a encore une grande distance par rapport à tout ça. Donc je pense que
il faut quand même que chacun ait une petite notion de ce de quoi on parle. Voilà, derrière mon propos, en tout cas, c'était surtout ça. Peut-être une petite dernière réaction, si c'est possible. Effectivement, je pense que tout le monde ne saura pas coder, et puis moi je ne suis pas codée, et je pense que voilà. Par contre, dans toutes nos professions, dans tous nos processus, je pense beaucoup à la fonction RH. Ce qui me semble important, c'est justement d'interroger ce qu'il y a derrière les algorithmes, comment sont alimentés les algorithmes, qu'est-ce qu'il y a autour de la data. Et ça, c'est un vrai apprentissage quand même pour être sûr, effectivement, que tous ces nouvelles technologies, tous ces nouveaux outils ne génèrent pas de biais. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'on doit tous travailler, c'est savoir ce qu'il y a derrière les produits qu'on nous vend aussi.